Trinia Résidence, vous êtes confortablement installés pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous convier à cette table à la rencontre d'une famille de tradition devenue une famille d'exception. Une famille qui perpétue le savoir-faire des charpentiers traditionnels de Chartreuse. Travail à l'ancienne, travail en famille, travail d'excellence selon les règles de l'art qui prend son temps au nom de la qualité. Un documentaire dédié à cette famille trace tous les marqueurs de la tradition du territoire et de ses valeurs. Et c'est un homme pour qui ces valeurs n'ont pas de prix, qui a voulu nous raconter cette histoire. C'est Chris Moiroux, bienvenue. Bonsoir Lucie. Très heureuse encore de vous retrouver, créateur de La Descente des Alpages, fou de Chartreuse. Sous toutes ses formes. Voilà, sous toutes ses formes. Celui qui la raconte, cette histoire, c'est Olivier Escalon, bienvenue. Merci. Réalisateur de films documentaires. Et eux, ce sont les Chardons. On a Clément et on a Laurent, une petite partie de la famille, mais on est très honorés déjà de vous recevoir. Bienvenue. Merci. Avec donc nous la 5e génération, c'est ça? C'est Oui. Non, la 5e, c'est vous. Voilà, 5e. C'est vous, Laurent. C'est ça. Et Clément, vous êtes la 6e génération de charpentiers en Chartreuse. Alors, c'est un programme qui cartonne sur les plateformes. Déjà, on a des milliers de vues sur notre page YouTube pour voir ce magnifique documentaire intitulé Génération de charpentiers. Pour le voir en grand écran, il faut le regarder sur Télé Grenoble, à la télévision. Donc, Génération de charpentiers sera diffusé le dimanche 18 mai à 21h15. Et donc, sans doute l'un des plus beaux films qui nous a été donné de diffuser sur notre antenne. J'imagine que vous êtes toujours très modeste, un petit peu éloigné de tout ça, de tous les projecteurs, de tous les écrans. Mais est-ce que vous le ressentez comme un honneur, ce film ? Oui, c'est vraiment un honneur pour toute la famille parce que bon, ça permet de retracer et de raconter donc toute l'histoire de notre famille là, depuis plusieurs générations. Et vous vous disiez peut-être, mais pourquoi est-ce qu'on fait un film sur nous? Je ne sais pas si vous le prenez comme ça, en toute modestie. Est-ce que vous réalisez l'impact que ça peut avoir et la valeur qu'ils peuvent transmettre, Clément? Oui, j'ai eu beaucoup de retours de ce film. Et ouais, ça fait énormément plaisir quand on voit des connaissances, même de loin, qui nous envoient des messages pour nous dire finalement félicitations pour le film. On n'a pas fait grand-chose en retour, mais ouais, ça fait plaisir d'avoir passé du temps finalement à faire ce film. C'est un film qui nous amène au bord du Guiers, c'est un film qui nous amène en Chartreuse, qui nous amène aussi en Haute-Savoie, un petit peu partout, dans la forêt, dans un atelier, juste en famille, dans les bureaux. L'idée maîtresse du docu, Chris, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un film sur la famille? C'est un film sur la tradition, sur les vieux métiers, sur le territoire, voire sur la matière même? Vous en avez un bout de matière ici devant vous. Voilà, Vous Lucie, le prendre dans les mains, on le voit pas très bien. Là. Voilà, c'est un beau morceau de bois de Chartreuse dont Laurent parlera tout à l'heure. Pour un beau morceau de bravoure. Voilà. En Alors... fait, l'histoire de ce film, c'est d'abord la suite logique d'un chemin qu'on a emprunté avec Olivier il y a quelques années dans la réalisation de films sur notre territoire, sur les savoir-faire, sur les alpages. Voilà, on avait envie de faire un film un peu plus grand, avec une dimension patrimoniale et je dirais même jusqu'à une dimension philosophique un petit peu, sur une autre façon de concilier le passé, de vivre le présent et de préparer l'avenir. Donc voilà. Nous, les téléspectateurs, on est un petit peu impliqués. Donc c'est un film qui nous amène à réfléchir. On ne peut pas juste le regarder. Ça entraîne forcément une réaction de notre part. Exactement. Et puis c'est d'abord le fruit d'une rencontre formidable avec une famille formidable qui sont à l'honneur sur ce film et c'est bien mérité. Voilà, et nous, on est modestes devant leur savoir-faire, devant leur gentillesse, devant leurs compétences et devant leur modernité si finalement on a l'impression qu'ils sont d'abord des défenseurs de la tradition. En fait, moi, je pense qu'ils incarnent vraiment une vision équilibrée, moderne de l'écologie, de la préservation de notre patrimoine
Et c'est pour ça que j'étais heureux de faire ce film avec Olivier, parce que je sais qu'il est très sensible à cette dimension. Et que c'est un très grand réalisateur qui connaît très bien l'événement qui va suivre, car on va revenir sur ce que soulève le documentaire. Bien sûr, on va aussi vous donner envie de le regarder tout au long de cette émission spéciale, justement. D'abord, on vous raconte le point de départ. Vous le connaissez sans doute, vous tous, qui avez forcément mis les pieds dans le foin et dans les bouses, rue de Strasbourg, au début de l'automne à peu près chaque année. C'est en plein centre-ville, la descente des alpages. Donc, vous êtes l'artisan Chris Moiroux, vous qui avez voulu retracer le lien entre les alpages et la ville-centre, entre la terre et l'assiette. Et ce lien, il s'appelle la fête. Voilà, exactement. Et puis surtout, on a vécu une année 2024 sabbatique, sans descente des alpages. Donc à triste. cause notamment, triste, et à cause notamment de la fièvre catarrhale ovine. Et cette année, on s'est dit, on ne peut pas laisser mourir cette belle fête, cette belle tradition. Et donc, on prépare une nouvelle édition qui aura lieu les 10 et 11 octobre. Voilà, et je pense que cette année sabbatique, elle a été 2 jours, vendredi et samedi. Voilà, et je pense que cette année sabbatique aura été positive dans la mesure où elle a permis peut-être de réfléchir et de revenir un petit peu aux valeurs fondamentales de la descente et ne pas oublier que c'est d'abord une fête avec des vaches, des éleveurs, des producteurs formidables, avant d'être une fête grenobloise. On vous y voit, les chardons, à la descente des alpages, traditionnellement ? Non, on n'est jamais venu. Du travail. On n'est jamais descendu pour cette fête. Après, après c'est l'occasion, c'est pour présenter. On va la trouver, on va vous y inviter. On aurait pu. Rien ne nous empêche de descendre non plus. Et non, c'est vrai. Il y a beaucoup de bérets. Un charpentier a un béret traditionnellement, ou vous vous inscrivez dans la tradition des bergers de Chartreux ? Non, dans le bâtiment, les charpentiers, je pense que c'est une des corporations qui porte encore le béret. On le voit encore couramment sur les chantiers. Et puis, donc, nous, on le porte depuis tout jeune. Ça permet de se tenir à l'abri aussi. Parce qu'il faut savoir qu'on est quand même une partie de l'année dehors et que le béret nous couvre toute la journée, avec la tête au sec. Et donc, c'est dans l'esprit de la descente des alpages que vous avez voulu mettre en lumière la famille Chardon. Donc, on a compris ce lien qui n'était pas si direct, puisque vous n'êtes pas des agriculteurs, mais bien des charpentiers. Comment vous les avez connus, Chris ? Moi, je suis amoureux de mon territoire et donc du massif de la Chartreuse. Et quand on vit en Chartreuse, quand on aime la Chartreuse, il est impossible de ne pas rencontrer un jour la famille Chardon. Et puis quand on a la chance, comme on l'a eu avec Olivier, de pénétrer un petit peu leur intimité, de voir leur lieu de travail, je pense qu'on se dit que il faut absolument faire quelque chose avec eux. Parce qu'ils méritent un petit peu les coups de projecteur, même s'ils travaillent un peu dans l'ombre et dans la discrétion. Alors, dans l'ombre, il faut descendre à Saint-Même-du-Bas, c'est ça ? D'en bas. Voilà, Saint-Même d'en bas. Alors, on y va en bas pour aller rencontrer la famille. C'est une très vieille tradition. C'est vous, la 6e génération, qui allez me la raconter, Clément. Il faut remonter jusqu'où pour aller trouver les premiers charpentiers chez les Chardons ? Jusqu'à quand, surtout ? En 1882, ça a commencé. Donc, nos arrière-grands-parents. Donc l'entreprise, il y a eu toutes ces générations qui se sont succédées, mais tout le temps en famille. Donc, c'est une entreprise qui n'a jamais été vendue. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont reprises, mais il y a carrément, on change de... Il y a un changement complètement. Il y a peu d'entreprises où il y a comme ça une continuité et une transmission des savoirs au sein des familles. Donc nous, on a eu la chance de reprendre l'entreprise en 1994 à la suite de mon oncle, qui nous a appris une grande partie du métier. Et que vous transmettez donc à vos enfants. Voilà. Alors, on rappelle que vous, la 5e génération, vous êtes 2 frères jumeaux. C'est ça, vous êtes donc Clément et vous êtes. Je vous avais dit, je vais tous vous mélanger. Donc on va peut-être pas dire. Si allez, on va dire les prénoms. Donc Laurent et Eric. Vous avez des enfants. Donc alors il y a Baptiste qui est chef charpentier qu'on voit ici, c'est ça ? Mon fils aîné. Voilà. Baptiste. Il y a Adrien qui fait plus de la couverture zingrée qu'on voit ici. Le frère Clément. Clément donc surtout tourneur et charpentier, c'est ça ? C'est ça.
Et puis on a Éléonore, qui est donc la future gérante. Et tous ensemble, en fait, vous travaillez tous ensemble dans ce lien qui s'est fait tout à fait naturellement. Vous n'avez jamais vraiment réfléchi à travailler dans l'entreprise familiale, Clément? Non, ça s'est fait tout naturellement en fait avec mon cousin et ma cousine et puis mon frère, on est à peu près tous du même âge. Donc en fait depuis tout petit on a toujours vécu ensemble, allé à l'atelier ensemble. Nos parents ils étaient tout le temps ensemble aussi, donc en fait ça s'est fait naturellement, on se côtoie vraiment depuis tout jeune. Et puis après dès qu'on a pu commencer aussi à aller à l'atelier, après, ils nous ont trouvé une occupation vite fait. Hein. Il y avait toujours du travail à faire. Donc, il y a toujours quelque chose. Déjà voilà, tout petit, on met la main à la pâte. Donc on a commencé par balayer des copeaux, jouer dans les copeaux aussi. Et puis après, ça s'est fait naturellement. Avec l'âge, on a commencé après à aller sur les chantiers. On a compris le métier. On nous a fait servir des outils. Et puis voilà. Donc vous êtes une des seules familles où on ne dit pas joue pas avec mes outils, tu vas te blesser, tu vas... Non, non, ça, on s'est blessé aussi en travaillant avec des outils, mais bon, on apprend de nos erreurs et puis on essaye de ne pas les refaire. Ça c'est sûr. Tant que vous n'avez pas blessé Olivier Escalon, donc le réalisateur de ce documentaire, un plaisir j'imagine fou à mettre en image la tradition, puisqu'il y a sur ces images, il faut prendre le temps, comme le charpentier prend son temps aussi, avec ses vieux métiers. On sentirait presque l'odeur du cuir sur ces images, Olivier. Je pense qu'avec les Chardons, on s'est retrouvé sur quelque chose, c'est qu'il y a vraiment un amour du travail bien fait. Et chez eux, j'ai vraiment pu observer ça. À chaque fois, sur tous les chantiers, sur tous les tournages où j'ai été avec eux, c'est une vraie patience, une concentration, un perfectionnisme comme j'en ai rarement vu dans ma vie. Et c'est, comme tu le sais, j'adore filmer les travaux manuels parce que ça donne des images magnifiques. Tu peux faire des gros plans absolument sublimes. Et je me suis vraiment régalé à essayer de comprendre comment ils travaillaient et à les observer travailler, à prendre le temps d'être avec eux, de leur poser toutes les questions que j'avais envie de leur poser. C'est un vrai privilège en fait de pouvoir avoir cette position de réalisateur parce que tu peux poser toutes les questions que tu veux et les gens sont là pour te répondre. C'est vraiment hyper enrichissant. On n'est pas contre la montre bien sûr, il faut rester fidèle aussi à leur patience, à leur geste, à l'art du geste. Et ces images, elles sont vraiment sublimes et c'est là aussi que se traduit vraiment l'amour de cette matière avec donc des outils très traditionnels finalement ici. Vous n'avez pas ou peu retoucher les outils, l'outillage, les machines qui vous servaient à fabriquer ces pièces. Non, ça se modernise un peu, mais pas trop au niveau de l'outillage. Disons que l'entreprise, elle a évolué avec le temps, bien sûr. Elle s'est modernisée, mais plus au niveau du dessin, au niveau du dessin et de la conception. Voilà, mais après, au niveau du métier, vu qu'on fait essentiellement à 90% de la restauration de monuments et même de petits patrimoines, hein, ça peut être une maison de caractère, un four à pain, voilà, mais tout ce qui est bâti ancien. Et en fait, on retravaille, dans la restauration du bâti ancien, on retravaille avec les mêmes techniques qu'autrefois. Donc, c'est ce qui nous permet d'utiliser encore tous ces outils. Oui, alors forcément, vous les ascendants, vous les connaissez, ces outils. Vous avez formé vos enfants et vos neveux, etc. Il arrive un moment où on est autonome parce que l'expérience, ça compte. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit non, mais c'est bon, je sais faire ou est-ce que tout le temps, vous allez les chercher? Non, et puis même nous, on leur dit de partir au bout d'un moment que... Sans blague. Après, on aura besoin d'eux aujourd'hui sur les chantiers parce que, bon, certes, on n'a pas l'expérience qu'ils ont sur les chantiers. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, on est assez autonome. On a à peu près chacun nos chantiers. On maîtrise pas mal les techniques de charpente. À 21 ans? Non, après, il me manque l'expérience, comme je le dis toujours. Mais on a toujours besoin d'eux un petit moment dans la journée, de les appeler ou leur passer un coup de téléphone et il nous manquera toujours une solution. Mais... Ou de les envoyer un peu paître. Regardez, quand même un peu, des fois. Oui, il y a toujours le moment où... On écoute. Pas trop m'enlever, hein. Ça va, tu veux les bouchoirs aussi? Non, je te laisse faire. Je m'en vais. Ouais. Ça t'a plus besoin de moi. Voilà. Déjà de cuire la fourniture bois pour un ventail. Donc là, on est au mètre cube. Hein.
On est à 1750 € pour 1 mètre cube de bois. Donc toi, tu as combien de mètres cubes, Éléonore? 0,355. Bon. Allez. Mais là, je fais ça fois. Et bah ton prix de... Le prix, bah là. oui, Éléonore. Oui, mais je suis pas sûre. T'es pas sûr. On l'a fait des dizaines de fois. Oui, mais bon. Vous gardez votre calme parce qu'il y a la caméra d'Olivier ou parce que Non, on fait les bah devoirs après, avec les enfants, on n'est pas aussi patient. Éléonore, elle débute, là c'était dans ses premiers mois à l'entreprise, donc et non, elle était peut-être encore à l'école en formation. En alternance. En alternance, donc elle n'est encore pas à plein temps à l'entreprise. Donc, Maintenant, elle gère. Aujourd'hui, ça fait depuis le mois de septembre qu'elle est à plein temps. Et elle a bien pris ses marques. Aujourd'hui, elle commence à devenir autonome. Bon, bien sûr qu'il faut que je sois là pour l'accompagner, pour finaliser les dossiers. Mais disons qu'elle me dégrossit à 80% tous mes dossiers. Tout à fait. Elle vous appelle. D'ailleurs, il y a un souci sur une facture. Là, je crois, on va voir. On la rappelle tout à l'heure. Mais donc, on disait qu'il y a du travail traditionnel, mais qui s'est sacrément modernisé dans la gestion. C'est aussi ça qui l'avait attiré. D'ailleurs, je crois que c'était en recevant des architectes, en vous voyant faire que elle s'est dit, finalement, moi, mon truc à moi, je vais pas forcément être habile de mes mains, mais je vais tenir la baraque. Voilà. Je serai la charpente de cette entreprise familiale. Elle est habile de ses mains aussi. Hein. Ouais. Ah oui, forcément, elle donne aussi des petits coups de main. Elle dessine. Elle dessine très bien. Elle fait de très beaux dessins. Elle est vraiment très habile là-dessus. Donc, elle me fait beaucoup de perspectives, de dessins. Donc, c'est elle qui conçoit, parce que là, on voit un de vos chantiers en 3D. Donc ça c'est un des outils de modernisation qui doivent beaucoup soulager aussi votre activité et faciliter les choses aussi. Vous qui avez connu, il y a quelques années, vraiment la pure tradition, la pure gestion, comment est-ce que vous voyez l'arrivée de ces outils-là ? Là, vous voyez comme ce dessin de charpente, c'est tracé directement sur un logiciel de charpente pur. Donc aujourd'hui, pour travailler sur ce type de logiciel, en principe, faut être déjà charpentier de métier. Donc, comme là-dessus, Éléonore, elle peut pas faire de la conception de charpente, c'est pas son métier à la base. Donc là, c'est vraiment des charpentiers qui travaillent sur la conception. Donc, parce que là, il faut connaître le trait de charpente, il faut connaître la conception, les assemblages. Donc là, on est vraiment dans le pur, vraiment dans le métier, tout ce qu'il y a de plus pur au niveau de la conception et puis on peut dire, c'est de la conception de charpente, hein, donc c'est le dimensionnement, ça fait partie des études aussi structurelles. Mais avec ces outils-là modernes, la 3D, on le voit ici, c'est un moyen de se développer, c'est une opportunité pour vous aussi, une opportunité d'attirer les jeunes, de garder aussi vos jeunes. Aujourd'hui, on sait que le dessin en 3D, ça permet déjà nous de gagner du temps sur les chantiers, parce que si on traçait tout à la main, aujourd'hui on aurait des délais encore bien plus longs. Donc ça, c'est vrai que c'est la grosse partie, disons, nous, qu'on a modernisé au sein de l'entreprise, donc c'est toute la partie dessin. Après, bien sûr, sur nos chantiers, quand on travaille à l'ancienne, on travaille beaucoup sur épure, donc à l'échelle 1, comme on dit, donc c'est à l'échelle 1, c'est grandeur nature. Donc là, on retaille nos charpentes en atelier. Mais après, au niveau des jeunes, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils voudraient tous venir travailler au bureau, travailler sur faire la conception, du dessin. Informatiser, c'est ça aussi, c'est d'autres perspectives. Voilà, c'est d'autres perspectives. Mais disons que les jeunes sont plus attirés par ça aujourd'hui que par le chantier. Tant mieux, finalement. Oui, mais nous, on cherche aussi des hommes des charpentiers. Et alors, s'il n'y en a pas assez encore aujourd'hui, parce qu'on dit que, alors je ne sais pas où sont les statistiques, mais qu'il y a un vrai retour à la matière, un vrai retour à l'artisanat. Il y a un retour, oui et non. Les compagnons se donnent du mal aussi. Après, il manque beaucoup de main-d'œuvre dans le bâtiment et beaucoup de main-d'œuvre qualifiée. Donc ça, je pense que c'est propre à tous les métiers, hein. Ce n'est pas uniquement en charpente. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de recruter la main-d'œuvre qualifiée. Et Laurent, tu disais aussi qu'il faut 15 ans pour former un charpentier avec le niveau de compétences dont vous avez besoin pour les travaux que vous faites. Oui, c'est ça. En restauration de patrimoine, pour former
disons, un chef d'équipe, une personne qui est capable de mener un chantier avec 2-3 charpentiers, enfin une équipe de 3 ou 4. Et c'est entre 10 et 15 ans de formation. Et puis on en apprend tous les jours parce que nous, tous nos chantiers sont différents. On n'a pas il n'y a rien de défini d'avance. Donc chaque chantier, il faut s'adapter, il faut trouver les bonnes solutions, proposer aussi la restauration et les solutions qui vont bien aux clients. Il faut du solide. Voilà. Et la base. Nous, on est sur la durée. En restauration de monuments, en couverture, une toiture, on dit qu'elle est faite pour un siècle. Et en charpente, nos charpentes, elles sont faites pour plusieurs siècles. Une charpente, elle est faite pour 300-400 ans, voire plus, si c'est des charpentes en chêne qui sont là pour 700 ou 800 ans. Donc on est vraiment, à la base, on travaille, mais vraiment sur la conception et les matériaux qui sont là pour durer. Pour l'excellence. En fait. Qu'est-ce que c'est ça, justement ? Je vais vous laisser le porter parce que ça a pas l'air léger. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous avez apporté, Clément ? Eh ben, ça, c'est une bise aiguë. Donc ça, c'est le langage français. Chez nous, en Chartreuse, on appelle ça une bezingue. Une bezingue. Une bezingue, voilà. ok. Donc en fait, c'est un ciseau à bois, si vous voulez, à vraiment grande échelle. Il faut à peu près 1 mètre, 1,20 m de long. Ça dépend, il y en a plusieurs tailles, après, selon les gabarits aussi de personnes. Mais voilà, c'est un outil pour vraiment... travailler du lourd, quoi. Travailler du lourd, voilà, c'est ça. Regardez, faites voir là un peu, parce que je crois qu'on a un bois. Faites voir sur notre table. Je peux vous montrer, mais... En plus, elle est quand même relativement neuve, celle-ci. Ouais. Vous voyez, on voit la Chartreuse, là, c'est les massifs. C'est censé représenter les massifs. Vous n'êtes pas perdu ici. Donc voilà. Oui, donc on comprend que... Vous faites de la muscu un peu, vous entretenez? Non, on n'a pas besoin. Le soir, dès qu'on rentre, on mange et puis on va se coucher. D'accord. On mange et puis il faut que ça tienne au corps, alors, aussi. Pour entretenir Oui, aussi. Quand même, vous êtes sacrément charpenté, bien sûr. Voilà, on l'attendait. Clément, en tout cas, vous, j'imagine que c'est la tradition, l'amour de la matière, peut-être aussi, qui vous a guidé dans ce métier de tourneur. C'est aussi beaucoup un héritage. Parce que du coup, moi, j'ai vu mon grand-oncle, du coup, leur oncle. Depuis tout petit, je l'ai vu tourner dans l'atelier. Et en fait, c'est lui qui nous a montré... il nous a montré tourner et automatiquement, comme j'expliquais tout à l'heure, on prend goût en fait automatiquement en voyant les personnes faire. Les jouets font pas mieux aujourd'hui. Hein. C'est vrai que c'est très proche finalement, la poterie, les petites choses quand on est tout petit, ça fascine. C'est ça. Et en fait, le tonton, tout de suite dès qu'on a pu, il nous a mis sur son tabouret que lui aussi, son père lui avait fabriqué quand il était gamin aussi. Et il nous a mis sur son tabouret et il nous a montré à la tonnerie les bons gestes à avoir. Et on a commencé par juste arrondir un morceau de bois et puis après on faisait des manches. Et puis ça s'est fait naturellement en allant à l'atelier, quoi. Mais c'est pas simple. Là, Olivier, c'est fascinant, ces images. On filmerait ça, on regarderait ça sans s'arrêter. Un petit débordement, il faut tout recommencer peut-être. Mais il n'y en a pas avec vous, puisque vous avez l'habitude, vous avez le métier. Mais tout de même, c'est un travail d'une ultra précision. Il y a eu des débordements, il y a eu des pièces qui ont été à refaire aussi. Hein. Ça, je ne peux pas le cacher, mais il faut faire de la casse pour savoir bien tourner. Donc des heures et des heures de boulot, alors. Voilà, c'est ça. C'est des temps de travail pour apprendre à faire les bons mouvements et bien coordonner tous les mouvements, pas casser. De toute façon, sa pièce, dès qu'on la casse une fois, on n'a pas envie de la refaire 2 fois. Donc après, on prend le temps de faire les choses. Et puis la matière, quand même, c'est bois de Chartreuse. Que du bois de Chartreuse. On va en reparler dans un petit instant. Mais ça, c'est cet appareil, c'est une boule, hein, je crois. Je crois que ça s'appelle. C'est un élément décoratif. Voilà, vous n'en faites pas tous les jours non plus. Donc, selon la commande, on s'adapte, on regarde et hop, on fait. Et ça marche, peut-être pas du premier coup, mais ça fonctionne. Je suis parti d'une pièce existante, en fait. Et à partir de cette pièce, j'ai repris des codes, des diamètres et retracé ma boule. C'est pas un moule, hein, donc franchement... Il faut avoir la vision dans l'espace, il faut visualiser sa pièce aussi, parce qu'on part quand même d'une masse capable et on arrive après sur quand même un travail qui est fini. C'est ça le plus dur aussi, mais bon, je pense que la vision dans l'espace, je l'ai et je m'en sors pas trop mal dans mes pièces tournées. Donc, Non, on dirait que non. Je pense qu'on n'a pas idée. C'est Baptiste qui me disait qu'avant même de tracer chaque pièce et même un ouvrage, il a toutes les pièces dans la tête. Je pense qu'on n'a pas idée du niveau de perception de l'espace que ces artisans ont, en fait.
Et surtout, quand l'espace devient grand et quand l'ouvrage est monumental, Chris, au cœur de ce film, au cœur de cette activité, c'est un cadeau, mais aussi un immense challenge. C'est la charpente d'un des plus beaux édifices de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au bord du Léman, c'est à Évian. Et c'est la Buvette Cachat, un établissement très emblématique, très ancien, un bel établissement Art Nouveau. Voilà, c'est le bâtiment où se trouve la source de l'eau d'Évian, voilà, et qui avait besoin, après de nombreuses années, d'avoir des charpentiers extrêmement performants pour envisager sa rénovation. Et ça a été, pour la municipalité d'Évian, je crois, une chance de rencontrer la famille Chardon. Et nous, ça a été une chance aussi, puisque ça nous a permis, avec Olivier, d'aller les filmer sur ce chantier un petit peu exceptionnel, voilà, qui montre déjà la qualité du travail que les anciens avaient réalisé, mais aussi la qualité de ce que les Chardons peuvent proposer aujourd'hui pour retrouver le caractère magnifique de cette buvette. Oui, c'est un chantier à plusieurs millions d'euros quand même, cette rénovation. Qu'est-ce qu'il fallait faire en l'occurrence? Il fallait renforcer ou il faut vraiment refaire la charpente, le bois? On garde de l'existant, on ajoute. En quoi il consiste ce chantier-là? La restauration, donc on a commencé par la dépose donc de la couverture entièrement. Donc on a eu 6 mois de travail pour déposer l'ensemble des matériaux. Couverture, les supports, enfin voilà, pour mettre la charpente à nu. C'est du cuivre. Voilà, c'est du cuivre. Donc la couverture, c'est du cuivre. Il y a une partie en cuivre naturel et une autre partie en cuivre étamé sur certains décors et les demi-lunes. Mais à la base, c'est le même matériau. Et donc après, on a commencé la restauration qui a duré à peu près 1 an et demi. Donc la restauration, quand on restaure, disons, on n'est pas là pour tout remplacer. Donc là, on a changé les pièces qui étaient vraiment en très mauvais état, qui étaient pourries. De toute façon, les 90% des désordres qu'il y a eu sur la charpente, c'était dû à des infiltrations d'eau. Donc on est arrivé sur des bois qui étaient à certains endroits complètement pourris. Donc certaines pièces qui étaient très abîmées ont été changées entièrement. Et d'autres qui étaient abîmées que sur une extrémité, par exemple, là on va couper la partie endommagée et on va venir refaire une greffe, comme vous avez pu le voir sur la tour de l'horloge, là, la greffe que Clément a réalisée. Voilà, donc ça c'est... En fait, on enlève la partie abîmée et on vient la remplacer par une nouvelle pièce qui est assemblée souvent par différentes entures. Mais c'est plusieurs années, ça. C'est un travail de plusieurs années. Eh bien là, on a passé à peu près 1 an et demi de rien qu'en charpente sur l'ensemble, donc sur le dôme et le grand promenoir, donc qui est la partie qui est à côté. Faut savoir que le dôme de la Buvette Cachat a été entièrement réalisé en bois, ce qui en fait quand même un ouvrage unique en France par rapport à sa portance, à la portée du dôme, qui sont généralement faits en charpente métallique. Et le dôme a été réalisé entièrement en bois à cette époque-là, en 1904. Et les charpentiers qui ont travaillé sur cet ouvrage ont vraiment poussé les limites de la charpente au maximum. Aujourd'hui, cette buvette, dans son état d'origine, elle ne pourrait pas être faite actuellement. Au niveau structurel, avec les nouvelles réglementations de structure, c'est un bâtiment qui devrait être à démonter. Dites pas ça, après plus personne n'ira. Par contre, vous êtes là pour la rendre viable et solide. Par contre, là on a retravaillé donc, avec l'aide d'un bureau d'études aussi derrière, qui a retravaillé là-dessus. Donc après là-dessus, il faut vraiment faire la part des choses entre l'existant, ce qu'on peut faire pour renforcer, pour que l'ouvrage soit pérenne et stable, et voilà, et remettre tout ça en œuvre pour pouvoir réaliser la restauration complète. Je ne sais pas si on peut revoir ces images précédentes. J'imagine qu'on prend le temps de regarder quand même un petit peu ce qu'on fait aussi, ce qu'il y a autour de nous, Clément. C'est un bonheur de travailler sur un édifice comme celui-ci. Ouais, je pense que je me rends pas vraiment compte de la chance que j'ai de travailler là-bas parce que ça fait
Moi, je suis resté presque une année entière et là, j'y retourne pour la deuxième tranche, donc ça va être reparti pour 7-8 mois, quoi. Et ouais, je pense que je me rends pas vraiment compte, mais c'est quand même un chantier de prestige parce que ça n'a rien à voir avec les autres chantiers qu'on a l'habitude de faire traditionnellement. Là, c'est vraiment ornementé. La moindre pièce qu'on pose, elle va être travaillée, elle va être moulurée, elle va être vraiment soignée. On va pas laisser une pièce cachée et dire non, on laisse la pièce de côté, elle est cachée, ça se voit pas. Ça n'existe pas. Donc on va vraiment aller à la restauration profonde de l'édifice et rien laisser derrière nous, quoi. Et il y a tout ce qu'il faut en plus dans votre entreprise. Donc, on le rappelle, la charpente, la couverture, on travaille le cuivre, on travaille le bois, bien sûr. On ne va pas tout vous raconter puisque tout est dans ce documentaire qui, je le rappelle, sera diffusé le dimanche 18 mai à 21h15. Et donc, puisqu'on parle de la matière, la plus belle matière, celle que vous ne voulez pas, celle sans qui vous ne pouvez pas travailler, sans qui on la personnifie même d'ailleurs cette matière, ce bois de Chartreuse, qu'est-ce qu'il a de si spécial? Le bois de Chartreuse, on est sur une matière. Nous, on a la chance de travailler une matière noble et renouvelable. Et le bois de Chartreuse, donc, fait partie des meilleurs bois de structure qu'on peut trouver. Donc, il y a eu différentes études de fait sur les bois il y a quelques années. Donc, c'est ce qui a permis d'avoir un AOC sur les bois de Chartreuse. Donc, c'est un AOC qui est le premier AOC qui a été attribué en France sur une matière non comestible. Oui. Voilà, donc après, il y a eu les bois du Jura qui ont suivi. Donc, c'est les deux seuls AOC qui existent en France. Et donc, les bois de Chartreuse, ça, c'est le massif de Chartreuse qui, avec donc, sa pluviométrie, donc le climat donc, du massif qui amène à avoir des bois de structure d'une très grande résistance. Et un bonheur de travailler en forêt. Olivier, on sait que tu es particulièrement féru d'images de cette pleine nature qui prend son temps, encore une fois. C'est quoi d'ailleurs comme espèce? Plusieurs espèces. Le bois, on a de l'épicéa et le sapin en Chartreuse, donc les deux résineux principaux, disons, qu'on retrouve sur le massif, avec une majorité de sapins à 70%. Allez, le reste. Olivier, combien de mois, d'heures, de semaines passées aux côtés des Chardons? Je pense que le tournage a dû s'échelonner sur à peu près 4-5 mois, mais après, bien sûr, pas tout le temps, évidemment. Genre un tournage de ci, de là. Et ensuite, je dirais qu'il y a eu à peu près 2 mois de montage. Donc ouais, à peu près 4 mois, 4-5 mois. Donc on fait partie de la famille. Oui, alors tombez pas malade parce que je vois que vous êtes déjà blessé. Faites attention là, votre bras, là il y a un petit. Vous blessez tout le temps en fait. Non. Ou c'est chez nous, mais je pense pas. Mais oui, si, ça arrive. Oui, c'est un métier à risque. C'est un métier à risque quand même. Donc vous avez souvent été blessé, même gravement. Voilà, on a eu quand même 2-3 petits soucis dans notre vie de charpentier. Petits soucis. Oui, le dos brisé, par exemple. Voilà, mais j'ai de la chance parce que je suis sur mes 2 jambes. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance-là. Donc, c'est vrai qu'il faut apprécier ces bons moments. Moi, on m'a dit à une époque, suite à mes accidents, que j'allais être obligé d'arrêter le métier. Donc là, bien sûr que on se dit c'est pas possible, donc après faut aller de l'avant. À une trentaine d'années, un peu avant même. Voilà, ouais, 30 ans, j'ai eu premier accident en 2021 et puis un deuxième en 2023. Mais là, c'était pas... ça, c'était au niveau avec les feux, les incendies de 2003. Comme on était pompier aussi à Saint-Pierre-d'Entremont, donc j'ai eu aussi un grave accident en intervention. Voilà. Mais tout doucement, je me suis remis sur pied. Et bon, c'est sûr que aujourd'hui, je commence à sentir un petit peu les séquelles qui commencent à arriver, la cinquantaine passée. Voilà, ça commence à tirer un petit peu. Tant que vous preniez le temps de... Oui. On continuera
Voilà, tant qu'on va pouvoir. On l'espère et à transmettre. Il y a des sacrées anecdotes sur les blessures des uns et des autres. Je me souviens notamment de Clément qui me raconte sa première blessure. Qui va voir. Je peux la raconter. Hein. Oui, alors le temps, on aimerait tellement le prendre avec vous pendant plusieurs heures. On y arrive bientôt là, donc c'est pour ça oui, si oui, dites. Bah, à l'âge de 13 ans, mon père m'avait donné 2000 chevilles en bois à faire. Donc pour un chantier, les chevilles, c'est ce qui tient les assemblages à tenon mortaise. Et au mois de février, à Saint-Même, ceux qui connaissent, ils savent qu'il fait pas très chaud. Donc en fait, le souffle de la machine sur mes mains m'a obligé à mettre des gants. Et ce que mon père m'avait dit de pas faire. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la lame de la machine m'a attrapé le gant et je me suis enlevé un morceau de doigt à 13 ans. Rien de grave. Oui. Mais juste pour prévenir qu'il faut faire attention. D'accord, c'est juste un avertissement. C'est juste un avertissement, pas plus, donc voilà. Très bien, donc déjà ne mettez pas, parce que nous on dit mettez gants, donc vous surtout pas de gants. Surtout pas de gants en machine. Ok, prenez soin de vous quand même, hein, dites vraiment. Et puis en tout cas, vous avez une trace aussi dans l'histoire de cette famille avec ce très beau documentaire, voilà, qu'on vous invite à regarder aussi sur. Il est déjà en ligne sur telegrenable.net et vous pouvez le regarder sur grand écran le dimanche, puisque j'ai dit le dimanche 18 mai à 21h15. Olivier. Un petit clin d'œil, bien sûr, puisqu'on se tutoie, parce que tu es notre collègue honoraire ici à Télé Grenoble, réalisateur, donc d'abord journaliste et réalisateur, parfois les deux à la fois, et vidéaste, je suppose qu'on dit cinéaste même, cinéaste aujourd'hui, un des plus primés dans les concours du film rapide, hein, c'est ça le court-métrage et les 48 heures, si, on le dit, avec celui-ci, meilleur scénario de France, Olivier Escalon, quelle fierté pour nous avec ce film qui s'appelle Gros con. C'est ça, mais on le comprend avec toujours énormément d'émotions. La corde sensible, ça c'est une signature, l'humain toujours. On essaye. Mais là, en l'occurrence, c'est un exercice très différent. J'en profite pour dire que le film est sur YouTube. Oui, d'ailleurs, on le voit. Hein, on voit la petite capture d'écran à l'instant. Oui, mais et puis là, donc, on est sur de la fiction. Donc là, c'est écriture de scénario et complètement création. Donc c'est un monde différent, mais que j'aime énormément. Effectivement, ce qui me plaît là-dedans, c'est de pouvoir faire traverser chez le spectateur différentes émotions. Et là, ce coup-ci, je crois qu'on y est arrivé. Ça fonctionne, mais avec les autres aussi. Hein, il y a eu également, donc meilleur film, hein, donc aux 48 heures de Toulouse. Il y en a eu d'autres aussi qui ont été meilleurs films avec des récompenses nationales, avec une équipe souvent des personnels de Télé Grenoble qui peut y participer. D'ailleurs, on pense à Lina, on pense à Baptiste, à Mathias et bien d'autres, je ne sais pas si j'en oublie, avec le film également, un long métrage que Télé Grenoble va d'ailleurs diffuser, Olivier. Alors un moyen métrage plus exactement, il fait 57 minutes, ça s'appelle Effondré, donc c'est une fiction encore. Une fiction écologique, on peut le dire ? Ouais, c'est un drame écologique qui se passe pendant ce qu'on appelle un effondrement, c'est-à-dire que la civilisation thermo-industrielle se casse la gueule, et c'est l'histoire d'un gars qui essaie de rejoindre la maison de campagne de ses parents, et qui en chemin rencontre une femme qui vit en autonomie dans la nature, qui s'appelle Manon. Et on va pouvoir le découvrir sur Télé Grenoble, on en dit a priori là à la rentrée. Très bien. Avant de découvrir d'autres documentaires en binôme avec Chris Moiroux, bien sûr, toujours pourvoyeur, générateur de bonnes idées. Merci Chris et merci Olivier, bravo encore pour ce très très beau documentaire. Et merci de nous avoir fait découvrir on dit une famille formidable et on a hâte de voir la 7e génération. Prenez votre temps. 6e. Non, la 7e, c'est celle d'après. La pression, elle est sur vous, hein, Clément, avec tous les copains. Je crois que vous chantez. On va épargner notre ingénieur du son ici avant de rendre mais on peut voir le documentaire car vous êtes aussi le chanteur de cette famille. Merci Clément, merci Laurent, merci à tous les Chardons. Merci Olivier et Chris. On se revoit bientôt pour Effondrer déjà. Hein, allez, on prend le rendez-vous ici, Olivier. Merci toujours à vous de votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.